Donc, bonjour à tous et très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Donc, je suis Frédéric Grelier de la société ERM Automatisme. Je suis accompagné avec Sébastien Franchetot, qui sera donc le principal orateur de cette présentation et l'auteur d'ailleurs de cette présentation. Et également accompagné de Hugo Joanneau, Laurence Moulac et Lionel Pinisson. Alors, excusez-moi, il n'y a pas. Si j'ai dit dans l'ordre alphabétique, voilà. C'était dans l'ordre où ils apparaissaient sur mon écran. Donc, respectivement, vos interlocuteurs commerciaux sur les différentes régions de France. Donc, Hugo Joanneau s'occupe de tout le Grand Est, le nord de la France, Hauts-de-France, l'Île-de-France et la région centre. Donc, toujours, je continue dans l'ordre de mon écran, Laurence Moulac, Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que PACA et l'Occitanie. D'ailleurs, j'oublie parce que je l'oublie à chaque fois, et également de tous les dom-toms. Et Lionel Pénisson, lui, c'est le Grand Ouest de Rouen jusqu'au pied des Pyrénées, Académie de Bordeaux, donc la Nouvelle-Aquitaine. Toute la partie Grand Ouest de la France. Voilà. Donc, comme je le disais, cette vidéo est enregistrée, vous la retrouverez donc sur Vimeo, où je vous enverrai dans la prochaine invitation, sur l'utilisation du logiciel IDIPRO, je vous enverrai le lien permettant de la visualiser à nouveau. Et comme vous le savez tous, ces vidéos sont retransmises en direct live sur YouTube pour tous les élèves, pour tous vos élèves. Nous sommes très heureux de les accueillir sur YouTube. Une dernière chose, petite chose pour le fonctionnement, pour le bon fonctionnement du webinaire. Vous avez sur votre écran trois petits boutons, me semble-t-il, en bas, alors en bas ou en haut, en fonction du paramétrage de vos fenêtres. Vous avez le converser qui ouvre un petit chat où là, vous pouvez vous adresser à nos conférenciers. Donc, vous pouvez également poser quelques questions en fil de l'eau, sachant que Sébastien ne voit que les 2-3 dernières. Il gère en même temps ses élèves sur YouTube. Donc, voilà. Mais au cas où, je serai son ange gardien au niveau des questions pour le rappeler. Vous avez un bouton questions-réponses. Donc là, je vous invite au fil de la présentation à poser vos questions sur telle ou telle chose, si vous aimeriez revoir, approfondir. On essaiera d'y amener notre réponse. Voilà, on ne pas non plus la vérité. Et voilà, mais par contre, on peut même en discuter. Et vous avez un petit bouton également qui est lever la main. C'est vrai qu'on est très nombreux là, on est plus de 120 sur la plateforme. Donc, c'est dur après de faire des questions-réponses audio, mais bon, on peut toujours s'y essayer. Donc, en levant la main, je peux vous donner la parole et pourquoi pas faire quelques questions audio. On pose d'ailleurs une question à laquelle je vais répondre. Oui, les webinaires orientés méca sont également tous enregistrés. Ce sont également tous enregistrés. Beaucoup sont sur RM Fabtest, sur la chaîne de RM Fabtest. Pareil, n'hésitez pas à nous envoyer des emails pour qu'on vous donne l'ensemble des liens. Voilà, je crois que j'ai déjà assez parlé. Alors, juste une dernière chose, pendant le webinaire, je couperai ma webcam. C'est simplement un peu pour essayer de libérer de la bande passante au niveau de ma connexion. Mais bon, je serai toujours présent. Voilà. Sur ce, Sébastien, je crois que j'ai fait le tour. Je te donne la parole. Oui, je réponds rapidement. Voilà, je répondais sur YouTube. J'ai a priori une personne qui a du mal à se connecter, qui voit que Zoom sur son écran. Je viens de vérifier, YouTube fonctionne bien, donc il faut peut-être relancer le play de la machine sur YouTube. Voilà. Donc, alors, je me présente, moi, Sébastien Franchetot. Donc, je suis enseignant sur l'Académie de Nice au lycée professionnel Léon Chiris, donc à Grasse.
Donc voilà, l'idée, hein, je fais toujours le même discours au départ, mais voilà, l'idée, c'était de faire des webinaires pour mes élèves qui sont eux aussi en confinement. Et il me fallait une solution qui soit fonctionnelle. Et connaissant la société ERM, je savais qu'ils avaient une solution qui marchait. C'est le cas, on en est à notre 10e, je crois, webinaire, là. On va fêter notre 10e. On va fêter notre 10e webinaire. Et c'est vrai qu'ils ont une solution qui fonctionnait. Donc, je me suis rapproché d'eux pour leur demander si était possible que je puisse l'utiliser pour mes élèves. C'est vrai qu'en discutant, on s'était dit, bah, voilà, si on fait du webinaire, autant qu'on fasse du webinaire pour tout le monde. Comme ça, tous ceux qui veulent se connecter dans cette période un peu compliquée puissent arriver à se connecter et donc à suivre des webinaires différents. Donc, j'ai vu que maintenant plusieurs sociétés s'y mettaient aussi à mettre des webinaires en ligne. Donc, voilà, il commence à y avoir plein d'informations. Donc, toutes les présentations là, qui vous sont montrées que j'ai construit, je les ai mis sur un site pour l'instant personnel. Ce site personnel, je vous envoie le lien à tous là sur la conversation. Ce site personnel, alors il n'a pas de grande bande passante, c'est un petit site perso, donc obligatoirement, et pour l'instant il y a des temps de latence qui sont compliqués. J'espère que dans le prochain webinaire qui a lieu vendredi, on aura la bonne nouvelle de vous dire que tout cet ensemble-là, un Pro de Techno sera apte à le prendre. Pro de Techno, c'est justement un site de partage qui est en train d'être monté avec la société ERM, justement pour qu'on puisse avoir des ressources à partager entre tous sans problème. Donc en fait, tout justement dans un lien spécifique. Il n'y a que les vidéos, bien entendu, que je n'ai pas mis sur le site, parce qu'une vidéo HD, comme on est en train de faire là maintenant, c'est à chaque fois du 500-600 mégas. Donc voilà, ça veut dire que sur le site perso, j'aurai encore 6 gigas de plus dessus. Voilà, c'est déjà qui tourne doucement en ce moment, parce que j'espère qu'il y a beaucoup de monde, ça me ferait plaisir. Mais c'est vrai que pour l'instant, je ne mets pas les vidéos qui sont enregistrées. Les vidéos sont sur des liens Vimeo et seront bientôt sur YouTube pour que vous y ayez accédé aussi directement de YouTube. Donc aujourd'hui, ce webinaire, ça va être un webinaire un peu différent des autres, puisque les autres, c'était plutôt de la veille technologique, de l'analyse de technologie. Là, on est plus rentré sur un besoin de mes élèves aussi, donc d'utiliser un logiciel pour travailler la partie réseau. Donc cette partie réseau, moi je travaille avec Cisco Packet Tracer, qui a l'avantage d'être un logiciel qui est gratuit et qui donc nous permet justement de faire plein d'essais avant de faire ça sur un vrai réseau, de configuration et ainsi de suite. Donc là, c'est toujours pareil, comme dans tous les webinaires, on va rester sur des notions de base, on ne va pas partir sur des choses très, très, très compliquées, parce que le but du jeu pour moi, c'est quand même que nos élèves, donc, que ce soit des secondes, des premières ou des terminales bac pro, soient en capacité de faire les activités. Donc on va rester quand même sur des choses un peu sympas. Alors, la différence de d'habitude, c'est que là, je n'ai pas mis de vidéo de découverte. Habituellement, j'aime bien faire des vidéos de découverte. Là, je ne suis pas rentré dedans. Alors, pourquoi? Plusieurs raisons. En fait, sur Internet, il y a beaucoup, 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 beaucoup de tutoriels qui sont montés sur Packet Tracer. Et voilà, c'est vraiment, souvent, c'est très long. C'est un peu comme le webinaire qu'on va faire là. C'est-à-dire que ça reste assez long. Donc, je suis plutôt resté sur un tutoriel pas à pas avec des envies de faire des choses. Voilà, donc présenter rapidement la cellule du logiciel, l'insertion des PC sur un réseau, donc vraiment de la base, comme je vous disais, mettre un switch, faire de l'adressage IPv4, faire des tests ping avec le protocole ICMP, faire la partie du routeur passerelle et faire du routage statique et après utiliser le protocole RIP. Et en bas, je vous ai mis une partie ressources. On aura l'occasion de voir. Donc voilà, alors je sais que je parle beaucoup. Je vais essayer de respecter le timing d'un webinaire standard, c'est-à-dire entre 3/4 d'heure et 1 heure, mais déjà, en général, j'y arrive pas vraiment. Mais bon. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc, première chose, présentation du logiciel. Alors, donc j'ai fait plein de petites vidéos que je vous montrerai au fur et à mesure pour que j'ai tout simulé en vidéo cette nuit, justement, tous les applicatifs. Voilà, la présentation du logiciel Cisco Packet Tracer, en fait, c'est un logiciel qui tourne sur plein de plateformes. Je vous ai d'ailleurs mis les liens de téléchargement pour vos élèves aussi, puisque Cisco Packet Tracer, c'est pareil, il faut aller se connecter et s'enregistrer sur un site. Donc au niveau RGPD, c'est un peu le même principe.
au niveau en France pour demander à nos élèves de se connecter avec leur propre adresse email. Voilà, on a encore des petits doutes sur cette RGPD. Donc voilà, le logiciel, en fait, nous, on ne va pas utiliser pour l'instant grand-chose dans ce logiciel-là, qui est très complet. Nous, ce qu'on a besoin, c'est la famille des matériels. Donc, en fait, il y a une barre en bas avec les différentes familles de matériel. Et en dessous, donc, il y a les types d'équipements qu'on peut choisir par famille de matériel. La fenêtre simulation, je l'ai mis parce qu'en fait, on va rester en real time, nous, là, pour le coup, constamment. Il faut juste faire attention pour que ça puisse fonctionner, de ne pas être en mode simulation, sinon pas mal de choses, de requêtes ne fonctionneront pas, puisqu'il faut faire une simulation différente. Et on va utiliser le petit outil de simulation d'envoi de messages que voilà, j'aime bien chez Cisco. Ça part, voilà, on a une petite enveloppe, c'est pour moi très visuel. Alors, même si la visualisation est très très courte, ça reste quelque chose de très visuel. Donc, Bastien, oui. excuse-moi, quelle est la version du logiciel que tu utilises? C'est la 7.3, c'est la dernière. Je l'ai téléchargé, je suis allé me mettre à jour puisque j'étais en 7.2 quelque chose. Je l'ai téléchargé hier soir et comme ça, j'ai refait mes vidéos cette nuit avec du 7.3. Donc, c'est la dernière version qui est sur NetAcad. Et de toute façon, je vais vous montrer. Ici, je vous ai mis des petits liens avec voilà, tous les logiciels en format Win32 bits, 64 bits, Linux et Mac OS X. Donc, première des choses qu'on doit faire sur le packet tracer, c'est justement d'insérer les PC. D'accord ? Donc, l'insertion de PC elle est très simple. On va sur les équipements, on vient sélectionner le PC, on clique. Alors, on peut faire un drag and drop, on peut cliquer après la zone où on veut se poser. Donc là, le but du jeu, c'est qu'on va poser 3 PC, voilà, qu'on va simplement renommer. Alors pour renommer, on a plein de solutions. Moi, je sais que j'utilise la solution directe, double-clic sur le nom du PC. Voilà, parce que moi, un PC qui s'appelle PC 0, j'aime pas ça. Bon, c'est l'ordre de Cisco. Moi, je préfère le changer. Donc, vu qu'on a posé 3 PC, le premier, c'était 0. Le deuxième, c'était 1. Le troisième, c'était 2. Ben, ce que j'ai fait, c'est que le PC 0, je l'ai renommé en 3 pour que justement, on puisse avoir le PC 1, 2 et 3. Donc, et pas un PC 0 que je n'apprécie pas vraiment. Donc voilà, en fait, on dépose des PC, donc c'est vraiment du graphique pur. On prend, on drag and drop, ou on clique et on reclique, et on se retrouve avec donc nos 3 PC qui sont posés. Quand on a posé ces 3 PC-là, bien entendu, il va nous rester la mise en place d'un réseau, donc un réseau basique, comme on pourrait faire dans nos petits ateliers. Qu'est-ce qu'on va faire? On va décider de rajouter un équipement, un commutateur, donc on va aller mettre un switch. Donc je positionne un switch, mais bien entendu, là, on est à vide, donc ce qu'on va générer, c'est qu'on va rajouter là-dessus des câbles réseau. Donc entre PC et switch, on a décidé de mettre des câbles droits, des câbles réseau droits. Donc, on vient sélectionner les ports sur le switch. Alors, moi, j'ai une habitude, c'est que le PC 1, je le connecte au port 1 du switch. Le PC 2, je le connecte au port 2 du switch. Le PC 3, il sera connecté au port 3 du switch. Voilà, c'est à peu près toujours la même solution. Donc, vous voyez que quand vous cliquez dessus, vous cliquez, on vous montre sur chaque PC, justement, ici. Pardon. Donc là, ici, vous avez la partie switch. Et là, vous avez la partie d'équipement qui existe sur le PC. Alors, sur les PC, là, sur ceux que j'ai choisis, il y a encore le RS232. Ici, on a des USB, on a 2 USB, on a un Fast Ethernet. Donc, le Fast Ethernet, c'est la partie justement réseau de la machine. Donc, on vient faire nos liens, on vient connecter nos liens. Donc, quand on a tout connecté à la machine, je ne sais pas si vous avez remarqué, d'ailleurs, sur le switch, au fur et à mesure qu'on utilise les ports, et au fur et à mesure, les ports disparaissent quand on vient se connecter, ce qui est normal. Là, vous voyez que quand la connexion est faite, ici, vous avez un changement de couleur au niveau des flèches de transmission. Ces flèches passent au vert, ça veut dire que tout a été mis en place correctement. Et donc, là, le switch commence à regarder les adressages MAC des machines. Donc, dès que tout passe au vert, en fait, la connexion au switch est bonne. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir communiquer comme ça? On ne va pas pouvoir communiquer comme ça, pour la simple et bonne raison, c'est que à l'heure actuelle, on n'a aucune adresse qui a été mise sur les machines, donc on ne sait pas sur quel réseau LAN on est. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir maintenant on génère, comme on ferait sur un vrai matériel, c'est pour ça que j'aime bien Cisco Packet Tracer, c'est-à-dire qu'il y a
l'obligation d'aller rentrer les adresses SAGE IPv4, pardon, je vais y arriver, et les masques de sous-réseau dans un premier temps. On verra la partie passerelle après. Dans un premier temps, pour qu'on puisse au moins communiquer entre les machines. Donc, on a décidé, alors j'ai décidé là de rester sur un réseau d'adresses privées, de classe C. Donc, on va prendre un réseau en 192.168.1.0/24, hein, ce qui va nous permettre donc d'avoir l'adresse du réseau par lui-même, hein, donc 192.168.1.0. La dernière plage, c'est la plage qu'on appelle la plage de diffusion, la broadcast. Donc, ça va être 192.168.1.255. Et on a défini les adresses DOT, donc de clients, de 1 jusqu'à 254. D'accord? Donc là, dans la vidéo, on vient en fait cliquer sur le PC, on vient sur la partie qui va nous permettre de choisir l'IP. On reste en statique. On n'a pas monté de serveur DHCP dans ce protocole-là. Donc, on va rester en statique et on va rentrer nos différentes adresses. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est pour ça que je vous donnerai des documents en plus par la suite que je vous ai mis en lien. Dès qu'on tape l'adresse IP, qu'on le voit, donc PC3, bah, je l'ai appelé 1.3, hein, avec le sous-réseau se met automatiquement 255.255.255.0, classe C. Donc, on fait pareil sur les 3 machines. Donc, les IP, on vient saisir les différents IP. Donc là, c'est la machine 1, donc ça sera .1.1. Et on va aller sur la machine numéro 2. Donc, la machine numéro 2 est 68.1. Bien entendu, ne jamais mettre 2 fois la même adresse IP, sinon on va se retrouver avec un conflit d'IP. Et sur Packet Tracer, ça sera pareil que sur un vrai réseau, on aura réellement un conflit d'IP. Donc là, on vient de saisir en fait la partie des adresses IP. On a vu que le sous-masque se mettait automatiquement, parce qu'en fait, le Packet Tracer qui reconnaît l'adressage privé 192.168.1.0, donc par définition, il met la classe C. On est resté en statique, comme je vous ai dit, on n'a pas mis de serveur DHCP dans l'installation, on est resté en statique, donc on a un adressage IP statique. Donc, par contre, il faut bien penser pour les jeunes, hein, j'en parle surtout pour les jeunes, que si ils décident de faire autrement, il va falloir qu'ils fassent très attention. C'est-à-dire que s'ils mettent un serveur DHCP, eh ben, il y a sûrement les choix automatiques que Packet Tracer fait qu'il va falloir modifier. Par exemple, on pourrait très bien modifier le sous-masque en prenant un 255.255.254.0 qui va nous permettre d'augmenter notre capacité. On va changer, et ainsi de suite, de classe. Donc, on peut faire plein de choses. Et c'est vrai qu'il faut toujours faire attention qu'il y a des choix automatiques qui sont faits par Packet Tracer. Ce n'est peut-être pas les choix les mieux, même si les cases se remplissent toutes seules, c'est souvent ce qu'aiment bien les élèves, hein. La case se remplit toute seule et on se dit ouais, bah super, on a gagné, la case elle a été remplie, c'est que ça doit être ça. Ce n'est pas obligatoirement le cas. D'accord? Donc là, en fait, on a construit, positionné 3 ordinateurs, mis un switch, mis les câbles réseau qui vont bien entre les ordinateurs et les switches, et commencé à faire un adressage entre sur les ordinateurs. À côté de ça, bah, pour savoir si ça marche, Packet Tracer va nous permettre de faire des tests qu'on appelle le test ping. D'accord? Donc, les 3 machines étant sur le réseau, avec leur masque de sous-réseau, on va maintenant vérifier que les clients ils peuvent communiquer entre eux. Donc, on va faire un test de communication, par exemple, entre le client, donc le PC numéro 3, et le client PC numéro 2. Le test de com, il va mettre en œuvre un protocole qu'on appelle l'ICMP. Ce protocole est plus connu par son instruction ping, qui rappelle en fait le principe du ping-pong. C'est-à-dire qu'on va envoyer une information et on va attendre la réponse. Si on a la réponse, on va vérifier que la réponse était bien la personne à qui on avait demandé. Donc, il va envoyer 4 requêtes successives vers l'adresse de destination et donc on va attendre une réponse. Donc, on va avoir un résultat et on va voir au fur et à mesure que quand on va commencer à rajouter des routeurs, des fois les réponses au ping, elles sont différentes et on va peut-être des fois avoir des réponses quand ça ne marche pas qui vont être différentes avec celles qu'on peut recevoir ici dans un cadre très très simple. Donc là, je vais pareil, aller directement sur l'ordinateur, aller chercher la commande prompt. Alors, commande prompt, en fait, ça s'appelle commande prompt, c'est le signe supérieur qui s'appelle prompt. En fait, donc c'est une commande prompt. Et là, on ne voit pas grand-chose, en effet. On va essayer de faire un ping. Et là, on se rend compte que quand on fait un ping, on a bien les 4 octets qui répondent, les quatre informations qui sont envoyées qui répondent.
Et donc, on va pouvoir en fait faire des tests après dans différents cas de figure. Dire qu'on va pouvoir essayer de tester PC3 à PC2, PC1 à PC3, PC2 à PC1 et voir si on a bien une réponse de partout. Donc, à chaque fois, normalement, on doit avoir un résultat complet qui nous indique que les paquets ont bien été reçus, que les 4 paquets ont bien été reçus. Et ils vont nous indiquer aussi les temps de latence. D'accord? Donc là, il y a les 3 tests qui sont faits en vidéo. Alors, c'est vrai que sur la vidéo, c'est pour ça qu'à côté de ça, vous aurez une version aussi plus papier, on va dire, pour pouvoir développer les différentes choses. Là, donc, on a fait les 3 tests. On s'est rendu compte que sur les 3 tests ping qu'on a exécutés en croisé sur les différents ordinateurs, et ben, ils communiquaient tous. Donc, on a reçu 4 réponses issues de l'adresse de destination. Donc, les temps de réponse à chacun des 4 requêtes varient entre 48 millisecondes et 1 milliseconde. Hein, c'est toujours pareil, les temps de réponse, ça peut être variable. Les statistiques donnent que 4 paquets ont été reçus sur les 4 envoyés, qu'il n'y a pas eu de paquet perdu. Et le temps moyen de ping-pong, hein, du cycle de requête-réponse, c'était 13 millisecondes. Donc, alors, juste un petit truc pour aller un peu plus loin. Le protocole ICMP est un protocole sur la couche réseau 3, hein, modèle OSI. Il ne peut donc pas fonctionner si les adresses IP et les masques sont mal renseignés. C'est-à-dire qu'en gros, si vos jeunes font un déploiement sur Cisco Packet Tracer et qu'il n'y a pas de réponse au ping, c'est qu'ils ont raté quelque chose. Et en général, dans une configuration si simple que ça, où ils ont mis des câbles croisés, ça c'est encore possible, même si maintenant les switches actuels sont capables d'inverser eux-mêmes automatiquement l'émission. Là, on peut avoir fonctionné. C'est souvent l'adresse IP ou les masques qui ont été mal renseignés, ou pas renseignés du tout d'ailleurs. Hein, pour gagner du temps, on est passé très vite, on a mis l'ordinateur, on a mis un fil et on pense qu'en ayant mis un ordinateur et un fil, bah, tout va communiquer correctement, ce qui n'est pas vraiment le cas. Alors, on me pose une question, a-t-on une bibliothèque pour les équipements industriels comme les variateurs de vitesse? Non. Non, il n'y a pas, enfin, pas à ma connaissance, du moins, il n'y a pas de bibliothèque. Il n'y a pas de bibliothèque qui existe à ma connaissance au niveau des équipements industriels. Mais en fait, un équipement industriel, c'est quand même au départ un serveur web qui est embarqué en règle générale avec une adresse IP. Donc, je veux dire, on pourrait très bien définir que notre équipement industriel, ça serait un serveur, hein, pas un PC, mais un serveur, avec donc un serveur web avec une attente de réponse. Donc, on pourrait très bien visualiser une machine, un variateur de vitesse ou autre avec un serveur web. À ma connaissance, il n'y en a pas. Je n'ai pas trouvé. Mais bon, pourquoi pas. Abordez-vous la VoIP sous Packet Tracer? Oui, on le fait avec Packet Tracer. Là, pour l'instant, je ne le fais pas aujourd'hui. Au départ, j'avais l'envie de le faire et je me suis rendu compte de la longueur de la chose si je devais le faire en webinar. Ça risque d'être un peu plus compliqué et un peu plus long. Donc, abordez-vous la VoIP sous Packet Tracer? Oui. Comment je vous donnerai, je regarderai tout à l'heure là pour vous donner des liens, s'il y a des liens sur Internet qui sont déjà existants, qui sont très bien faits pour aborder la VoIP. Là, aujourd'hui, on va vraiment essayer de rester sur quelque chose de très basique. Donc, on a le test ping en temps réel avec la petite enveloppe PDU. En fait, la petite enveloppe PDU, vous avez vu, hop, je reviens un peu en arrière, vous avez vu quand je clique sur la petite enveloppe ici, je me retrouve avec mon curseur qui change et qui possède la petite enveloppe. Là, derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le PC que j'ai envie qu'il envoie un message. Donc, je vais sur le PC numéro 3. Dès que je clique sur le PC numéro 3, vous voyez, le PC se retrouve avec la petite enveloppe. Là, pour l'instant, il y a l'enveloppe qui est posée, d'accord, sur le PC. C'est-à-dire que le message est prêt à partir. Derrière, il va falloir sélectionner manuellement la machine qui, elle, doit recevoir le message. Donc, avec, toujours pareil, notre souris, on vient cliquer sur la deuxième, et là, instantanément, vous voyez que tout disparaît. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le principe, c'était de dire, voilà, j'envoie un message. Alors, c'est visuel, hein, vous arrivez avec votre petite enveloppe, vous la connectez comme si vous écriviez un mail avec votre ordinateur. Vous avez votre mail qui est prêt à partir. Et dès que vous cliquez, bah, pouf, tout est parti, tout a disparu. Donc là, c'est le cas. Le seul avantage, c'est qu'on peut imaginer que ça, c'est bon, puisqu'en fait, le principe de base, c'est que si il n'y a pas de détection d'erreur sur Packet Tracer, dire qu'on est obligatoirement bon. Donc les enveloppes, elles ont disparu.
on est en real time, c'est-à-dire qu'on est en temps réel. Dire que le ping, c'est 13 millisecondes. Hein. On l'a dit tout à l'heure. Le temps de réponse, c'était 13 millisecondes. Donc, en fait, on ne le voit plus passer, mais on peut estimer que, bien entendu, le message est passé. Parce qu'en fait, si le ping ne marchait pas, on aurait une croix rouge sur l'enveloppe de départ. Ça veut dire que si ça ne marchait pas, alors c'est vrai que je n'ai pas fait la petite vidéo qui montre quand ça ne marche pas, j'aurais peut-être dû. On pourrait, oui, il y a un petit message qui apparaît, successful apparaît en bas à droite, oui, oui, il y a le petit message, mais c'est vrai que visuellement, on a la croix rouge qui est sur la petite enveloppe quand ça ne part pas. Donc oui, un collègue me dit qu'il y a un petit message successful, c'est vrai qu'il y a un petit message successful qui apparaît en bas à droite, mais on a surtout la croix quand ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on peut estimer du principe que quand on ne la voit plus et qu'il n'y a pas de croix rouge affichée, c'est qu'on a, on a tout bon. Ah, on me dit que je vais très vite. Ah, c'est la première fois qu'on me le dit. mais oui, peut-être. Je vais très vite. Alors, je vais ralentir un petit peu. Est-ce que vous avez besoin qu'on revienne en arrière? Ah. En fait, j'attends la réponse pour voir si il faut qu'on revienne un petit peu en arrière ou si les informations sont passées. Alors, déjà, le prompt ne marchait pas. Alors, je ne sais pas. Le prompt ne marchait pas. C'était quoi, la commande ping qui ne marchait pas? C'est là où il faudrait qu'on ait du vocal pour qu'on puisse s'entendre plus facilement. En fait, Oui, mais vous pouvez lever la main autrement voilà, vous levez la main et je vous donne la parole sans aucun problème. Alors, si ça ne marchait pas, c'est que vous n'avez pas mis les adresses email, les adresses IP correctement. En général, c'est l'adresse IP qui n'a pas été saisie correctement. Donc, Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Si on vous entend bien. Oui, je vous entends. Bonjour messieurs, c'est génial ce que vous présentez. C'est génial. Simplement, vous êtes des experts et vous déroulez votre truc à une vitesse phénoménale. Tout à l'heure, lorsque vous avez proposé de faire un ping, Ouais. donc moi j'ai cliqué sur la machine. Ensuite, une fois que j'ai eu cliqué sur la machine, je suis allé sur. Il y a un menu que j'arrive plus à voir là d'ailleurs. Il y a un menu, donc vous avez dit commande prompt. Oui. Donc j'ai fait la commande prompt, j'ai tapé mon ping là, j'avais essayé /, j'ai tapé mon ping et là j'ai eu aucune réponse. J'avais déjà aucune réponse là, c'est-à-dire que vous avez tapé quoi comme commande? Ping espace 192 168 1. J'étais sur la machine 1, j'ai tapé ping 192 168 1 2. Point 1, point 2. Donc normalement, oui. Si vos machines point 1, point 2 et point 1, point 1 sont bien paramétrées, donc sur la partie IP configuration. Oui. C'est-à-dire avec. Alors ce que j'ai fait, j'ai mis ma souris à la verticale de chaque machine et effectivement l'adresse IP que j'avais saisie juste avant était effectivement indiquée. Donc quand je mets ma souris à la verticale d'une machine, je vois bien que j'ai bien l'adresse IP dedans. Alors là, c'est je vais le faire. Donc là, par exemple, là je mets sur la machine 1, j'ai Fast Ethernet 0 up 192 168 1 1 avec le /24, donc c'est bien de la classe C, c'est bon. Ouais. Ouais. Et après, j'arrive plus à faire les pings que vous faites. Ah, alors ça. Excusez-moi de vous interrompre. Non, il n'y a pas de souci. Votre lancée. C'est le principe. Hop. Je vais le faire. Je vais le faire rapidement. Hop. Donc les liens, voilà, ouais, c'est ce que j'ai fait. Le 1 sur le 1 sur le 1, le 2 sur le 2 et le 3 sur le 3. Oui, ça, en fait, ça c'est plus une habitude de. Ouais, comme ça, on sait où on en est. Non, ouais. Mais c'est très bien comme ça. J'ai bien vu mes liaisons s'établir, donc j'ai mes flèches vertes. C'est plus une habitude de psychotique de tout mettre dans l'ordre. Mais... oh, non, rien de psychotique. Hop, donc. Voilà, c'est ce que j'ai fait, ouais, en statique. Je peux peut-être recommencer des fois que j'ai mal fait. Ça ouvre des petits onglets tout à fait en haut de la page. Moi, j'ai plusieurs onglets ouverts. Est-ce qu'il faut les refermer ensuite, ces onglets? Oui, si les PC, quand vous ouvrez à chaque fois les onglets PC, vous pouvez les fermer. Vous êtes sur quelle version? Ah, peut-être une version plus ancienne. Attendez, je vais vous dire. About.
7.2.1. Ah oui, là, moi, je suis la dernière, c'est la 7.3. Ouais, vous Mais l'avez dit après, ça ne en devrait tout pas à l'heure. changer grand-chose là-dessus, hein, Ça ne devrait pas honnêtement. changer grand-chose. Non, honnêtement, ça ne devrait pas changer grand-chose. Pardon. Ping 192.168. Voilà, donc c'est ça. Et moi, ça répond rien. Voilà, je n'ai pas la réponse classique d'un ping. Alors, vous avez bien sélectionné les câbles les Copper Strike Flow? J'ai mis, peut-être que c'est le câble où j'ai mis celui qui est noir continu. Il y en a un qui est de couleur noire Ouais, continue. il s'appelle le Copper Strike Flow. En bas, c'est écrit en fait. Ah oui, tout à fait, autant pour moi. Oui, tout à fait en bas. Oui. Straight through, ouais, tout à fait, tout droit, ouais. Câble droit, ouais, tout à fait. Ben, c'est celui-là que j'ai mis, oui, des câbles noirs. C'est marrant ça que ça ne marche pas. Ouais, vous avez peut-être un problème sur votre version là pour le coup. C'est peut-être bien un problème de version parce que moi ça m'est arrivé avant-hier là quand je travaillais un peu dessus. J'ai ma version qui a craché complètement et c'est pour ça que j'ai évolué sur la nouvelle version parce que j'arrivais même plus à le démarrer correctement le logiciel. Bon, ok, bon alors si ça peut être un bug on pourra en parler après à la suite si vous avez toujours des difficultés dessus. D'accord, ok. Oui, les interfaces sélectionnées, a priori, oui, les interfaces que vous avez sélectionnées, vous avez bien mis les FA 00 et hop, ici, au niveau des interfaces. Oui. C'est bien sur la FA 0. Attendez, je retourne vérifier. Alors, comment vous avez ce FA0? Je me mets juste sur la flèche, mettez-vous sur la flèche verte du côté. Ah oui, exact. Alors, attendez, quand je mets sur la flèche verte, FA0, après là, il y a. J'ai pas le FA là. Attends, que je me réaccroche. Si vous êtes mis en RS232, c'est sûr que ça marche moins bien. Ah bah oui, bien sûr. C'est tout en FA0. C'est tout en FA0. Chaque fois, sur PC1, PC2, PC3, il y a toujours marqué FA0. Et vous avez un FA0 du côté Switch aussi de partout. Et du côté Switch, FA0, avec à chaque fois la précision du port, bien sûr. Du numéro de port. Ouais. Du numéro de port, bien sûr. Ouais. Écoutez, on regardera ça après. Bon, excusez-moi, je ne veux pas vous Non, il n'y a pas de problème. Excusez-moi. Bon. Ouais. Merci de la réponse, en tout cas, c'est super ça. Je vois que vous travaillez sous Mac, là, je vois vos outils. Moi, je suis que Mac. Moi aussi, je travaille sous Mac, donc parfois, c'est le problème avec Mac, c'est que ça ne marche pas toujours pareil. Mais puisque vous travaillez sous Mac, ça veut dire qu'on a la même chose. Ouais. Bon. Non, merci d'avoir essayé de répondre. Je vais essayer peut-être de trouver. J'ai bien trouvé. Je continue de vous écouter. Ça marche. Merci. Donc, qu'est-ce que j'avais dit? On en était au test de ping en temps réel. Donc, avec l'enveloppe, on l'avait fait. Donc, voilà, l'enveloppe, c'est très, très visuel. Hein. Donc, le disait le collègue tout à l'heure, c'est vrai qu'on s'est marqué quand c'est réussi, que c'est full en bas. Mais on a surtout aussi le principe de la Croix-Rouge. Hein. C'est vrai que les jeunes qu'on a en formation, souvent, le petit truc qui s'écrit en bas, ils ne regardent pas trop. Par contre, une grosse Croix-Rouge au milieu, ça leur parle un peu plus. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez pratique. Donc, ensuite, on a le mode simulation qui pourrait fonctionner. Là, je ne suis pas rentré dans le mode simulation. Parce que, alors, simple bonne raison, c'est que pour moi, je trouve que le mode console, il est plus réaliste et plus représentatif de ce qu'on ferait réellement en fait sur le terrain. Donc, c'est vrai que je n'ai pas enclenché le mode de simulation. Je suis resté vraiment en mode réel permanent, en real time. Donc voilà. Après, je dirais qu'on aurait il y a plein de solutions en fait. Hein. Moi, j'ai mes automatismes à moi pour faire du paquet de tracer. Et en fait, réellement, il y a plein d'autres possibilités. Donc après, c'est chacun fait son montage à lui, quoi. Donc ici, après, derrière, là, on a fait un montage très simple. Un montage très simple, c'est-à-dire qu'on a pris 3 ordinateurs, un switch. Voilà, on a mis 3 adresses IP. On a fait des réponses au ping. Maintenant, dans la vraie vie, notre réseau, même notre réseau à la maison, hein, il n'est pas aussi simple que ça. Parce que si on veut arriver juste à se connecter à Zoom ou se connecter donc à Internet, en fait, hein, il va falloir derrière qu'on ait des routeurs. Hein. Donc, des routeurs avec les passerelles qui vont bien. Voilà, nous, dans nos domiciles, nos routeurs sont des routeurs, c'est nos box, pour la plupart des cas, hein, même si certains préfèrent utiliser un routeur personnel plutôt que d'utiliser la box. Mais réellement, on a donc nos routeurs. Et donc, le routeur, c'est pareil, c'est un composant qui se monte dessus.
mais qui va se programmer. Donc là, on va aller chercher le routeur. Donc, on va d'abord, on va rajouter une ligne PC. Hein, donc, on fait la même manipulation, sauf que là, on va utiliser un autre LAN. On va toujours rester en classe C. Hein, tout le long, je vais rester en classe C. Je vais utiliser un autre LAN. Donc, je vais rajouter les mêmes 3 PC à un switch. Donc, on a le PC 4, 5 et 6. Et celui-ci, par contre, je vais l'appeler en 192.168.2.0/24. Donc, le PC 4, pareil, je garde toujours après la même habitude. Hein. PC 4, je le branche au port du switch 4. Le PC 5, je le branche au port du switch 5. Donc, toujours sur les connexions FA, hein, bien entendu. Donc là, je fais mes connexions comme tout à l'heure. Hein. Ça revient à refaire en accéléré ce que j'ai fait tout à l'heure. Enfin, en accéléré. A priori, j'étais déjà trop vite. En accéléré. Donc, je mets les ports au bon endroit. Et là, je viens donc faire des modifications de l'adressage IP. Donc, comme je vous ai dit, hein, 192.168.2, donc .4 pour la première machine. Donc, automatiquement, on va avoir l'adressage du sous-masque qui va être fait en 255.255.255.0. Au niveau de la configuration IP, pour la machine numéro 5, ça sera du 2.5 à la fin. Le sous-masque est automatique. Et pour la machine numéro 6, l'IP sera en 192.168.2.6 et avec le sous-masque mis en automatique par la reconnaissance de la classe C de Cisco Packet Tracer. Donc là, je viens de monter donc, mon deuxième réseau. Et ce deuxième réseau, maintenant, il va falloir que je le monte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir que je me dise, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse sur ce réseau-là? J'aimerais bien qu'ils communiquent entre eux. D'accord? Donc, pour qu'ils communiquent entre eux, le cas le plus simple, rajouter donc, un routeur. Donc, un routeur, en règle générale, donc, en fait, je prends au pif le routeur. Hein. C'est vrai que là, je vois que j'ai pris le deuxième. Là, pour les exemples, j'ai pris un routeur voilà, comme j'avais envie. Là, par contre, il y a quelque chose d'important, c'est la sélection qu'on fait du port sur le switch et aussi bien sur le switch que sur le routeur. Donc, tout dépend du matériel qu'on utilise. Hein. Là, j'ai fait exprès d'utiliser ce matériel-là en switch parce qu'il y a des ports fast Ethernet, il y a des giga Ethernet. C'est-à-dire qu'il est logique que ce qui repart d'un switch pour aller s'accrocher à un autre réseau ait plus de débit, plus de puissance que ce qui est dans notre LAN au départ. C'est-à-dire que si on a du 100 mégas sur notre LAN, si on veut en ressortir, il faut qu'on ressorte au moins avec du 1 giga, parce que sinon, on va se retrouver avec un goulot d'étranglement. Donc la logique en fait de montage veut qu'on a des ports qui sont des ports giga, qu'on va donc assigner entre le switch et le routeur, et des deux côtés, on va faire la même façon, c'est-à-dire pour s'assurer que le routage au milieu fonctionne à plus haute vitesse que les échanges qu'il peut y avoir en interne, parce que si les 3 machines sont à 100 mégas et qu'elles font une demande sur d'autres machines sur l'autre LAN, et obligatoirement, on va se retrouver avec une demande qui peut monter à 300 mégas, donc il faut que le système puisse passer 300 mégas et pas qu'on divise un port de 100 mégas en 3. Donc là, je viens prendre le premier, 001, et là, c'est pareil, je viens récupérer le premier côté du routeur, indéfiniment parlant, c'est pareil, c'est la même façon. Ici, pareil de l'autre côté, je relie le switch sur un de ces ports giga et je viens récupérer le dernier port giga qui reste sur ce routeur-là, puisque sur ce routeur, comme ça, d'origine, il n'y a que 2 ports giga. Donc, on met les 2 ports, bien entendu, sur un système de routage, on peut avoir bien plus de ports giga Ethernet. Hein. On a la possibilité d'augmenter le nombre de ports avec le matériel qu'on utilise maintenant. Donc là, c'est vraiment l'utilisation d'un matériel très simple. Donc, vous voyez que les ports ils sont notés gig 0/0/1. C'est important parce qu'en fait, il va falloir voir comment on va faire justement notre montage, donc notre routage, pour que ça puisse fonctionner. Donc, le principe de base, là, on va essayer. On a mis un routeur, donc je vais faire l'élève moyen. Donc, mon élève moyen, c'est de me dire, c'est bon, j'ai fini. J'ai mis mes câbles, je l'ai dit que c'était connecté au routeur. Le routeur, il est super intelligent, donc il va tout faire tout seul. Il s'avère que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, si je fais un test de ping comme tout à l'heure, donc je vais prendre le PC par exemple 1, je vais sur la commande prompt. Là, je vais envoyer un ping sur une des machines 4, 5 ou 6 et on va se rendre compte en fait que ne reçoit aucune réponse 4 fois de suite parce qu'en fait, il n'y a rien qui passe. Donc, les statistiques vont nous indiquer qu'on aura 100% de perte obligatoirement, puisqu'en fait, ça ne fonctionnera pas.
Donc, on va se retrouver avec 100% de perte. Donc, 0 paquet reçu. Pourtant, il y a bien eu les 4 paquets envoyés. Donc, c'est bien précisé dans la commande qu'il y a bien 4 paquets envoyés, mais 0 paquets ont été reçus. Ensuite, donc, au vu du fait que ce ping ne marche pas, il va bien entendu falloir qu'on commence à regarder ce qui est une interface du routeur. Donc, cette interface de routage, elle va nous permettre de relier différents réseaux entre eux et voir communiquer aussi avec le monde extérieur hein, sur le WAN pour utiliser par exemple le matériel après de nos fournisseurs d'accès. Donc cette porte, en anglais, ça s'appelle les gateways, les portes de sortie. Les gateways. En fait, en français, ça s'appelle la passerelle par défaut. Donc la passerelle par défaut correspond à la carte du routeur qui est connectée avec le réseau LAN. Donc en fait, on a plusieurs cartes comme on l'a vu sur le routeur. Hein. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir connecter plusieurs LAN entre eux. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est attribuer les adresses IP de chaque carte réseau du routeur. Donc il y a 2 cartes, je l'ai dit. Donc, mais attribuer les adresses qui sont par rapport aux adresses du LAN qui sont connectées sur ces ports. Donc ici, on va se retrouver avec quelque chose d'un peu spécifique. On a plusieurs solutions. Il y a une solution que je vais montrer ici et après sur un autre exemple où je fais une solution un peu globale avec 2 routeurs, je vous montre une solution préférée, une solution plus feignante, on va dire, où on fait justement une connexion graphique. Là, je vais vous faire une connexion en mode un peu spécifique, en mode CLI. Alors, le problème de la mode CLI, c'est que vous n'allez peut-être pas y voir grand-chose sur vos écrans. En fait, il y a plein de commandes à mettre en mode CLI pour qu'on puisse fonctionner. Ce sont des commandes alors que moi, j'utiliserais plus avec le principe de dire, voilà, on est sur les SN plus là que sur des Melec, par exemple. Hein. On va plus essayer justement d'utiliser les commandes CLI avec des SN. En fait, les commandes, elles ne sont pas très compliquées. Hein. On vient faire un enable sur le routeur dans la commande CLI. Donc, le enable, ça veut dire activer en gros le routeur. Hein. Donc, comme ça, on se retrouve avec le symbole dièse qui arrive. On va venir faire une config T pour rentrer dans la configuration du routeur. Et ensuite, on va lui dire qu'on va configurer l'interface JIG000, donc celle qui est sur le côté du LAN gauche, hein, des PC 1, 2 et 3. Et on va lui faire l'adressage IP qui va bien. Donc, je vais lui dire, par exemple, que l'IP d'adresse du routeur de ce côté-là, ça va être l'IP adresse. Donc, adresse, attention, hein, ça prend 2D. IP adresse 192.168.1.254. Sous masque 255, 255, 255.0, ce qui est logique. D'accord ? Ensuite, on peut taper entrée. Et là, en fait, on vient en commande CLI, on vient justement de lui paramétrer le port JIG 0.0/0/0 pardon, avec l'adresse qu'il nous faut. Ouais, on ne voit absolument rien, je sais, c'est pour ça que je vous donnerai les documents. C'est ce qui est dommage, c'est qu'on n'arrive pas à le voir. C'est vrai que je n'ai pas eu le temps de tester la vidéo. Et le problème, c'est que quand je zoome sur la vidéo, elle n'est pas mieux au final. Donc ça, c'est vrai que c'est dommage. Oui, plus un no shutdown, oui, j'y étais pas encore. On fait un no shutdown. Quand on a fini de rentrer l'adresse, on fait un no shutdown hein, pour éviter que justement qui empêche le routeur de se mettre en veille. Parce qu'autrement, si votre routeur passe en mode veille, si vous n'utilisez pas, à chaque fois, il va falloir réveiller votre routeur, ça risque d'être compliqué. Et derrière, on va pouvoir utiliser une commande de type exit hein, pour ressortir de là. Donc ça, c'est une des façons de faire. Ce n'est pas la façon que je préfère, moi, au niveau des électriciens, plus au niveau des électroniciens, on va dire, hein, donc des systèmes numériques. Les Melec, ils vont plus utiliser la partie graphique pour aller dans le domaine qu'ils ont besoin. Après, les commandes CLI, ça peut être bien pour tout ce qui est justement SN et qui puisse fonctionner en SN. Je ferai des zooms, je ferai des modifications de la présentation là, avant de vous la fournir. Comme ça, Alors, le principe, c'est que vu que maintenant on a défini justement le côté de le routage, eh ben, on vient saisir dans la défaut gateway, donc dans la passerelle par défaut, hein, justement l'adresse du routeur. Donc, l'adresse du routeur, c'est 192.168.1.254. C'est ce qu'on a saisi dans le CLI avant. Et moi, je fais un copier-coller pour gagner du temps. Mais enfin, sur les 3 machines qui sont sur du côté, sur le LAN, qui est le LAN A, par exemple, le LAN à gauche, et celui-ci, on va tous leur mettre
passerelle par défaut pour qu'on justement on puisse commencer à dire que le routeur fait partie intégrante de ce LAN. Je fais pareil de l'autre côté parce que c'est vrai que alors je l'ai activé rapidement, hein, mais j'ai fait la mise en place de l'autre port, l'interface JIC0/0/1, donc avec là pareil 192.168.2.254. Donc ce qui nous permet là aussi d'expliquer que le LAN qui est à droite est bien raccordé au routeur et que le routeur fait bien partie de ce LAN. Donc quand on a fait ça, on a justement donc toutes nos machines qui se retrouvent donc avec une adresse IP de départ, l'adresse de sous-masque et la passerelle par défaut. D'accord? Donc, hop là, commande moi. Donc, ici, on se retrouve donc avec un réseau, alors, tout en vert de partout, c'est beau, mais donc on a utilisé une passerelle par défaut en 254. Hein. Alors ça, c'est pareil, attention, il y a plein de... L'adresse par défaut, elle est différente suivant les acteurs. Hein. Par exemple, à domicile, prenez chez SFR, la passerelle par défaut, c'est la box, et la box, elle est en 192.168.1.1. Chez Free, la box, si on prend celle que j'ai moi, c'est en 192.168.1.254. Passé un temps, ils étaient en .1.1 aussi, ils ont inversé. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention à nos passerelles et les passerelles qu'on va utiliser pour pouvoir se connecter. Donc là, on a utilisé la dernière adresse disponible, hein, comme adresse de passerelle. Donc, je vais repayer la même chose parce qu'en fait, je voulais envoyer avec la vidéo. Ici, donc, sur la commande prompt du PC3, on va pouvoir relancer encore un ping. Et par contre, on va essayer d'aller pinguer la machine 3, par exemple, la machine numéro 6, hein, qui est à côté. Et on va se retrouver donc avec les réponses maintenant. Donc, on aura la réponse puisque le routage est fait. C'est-à-dire que sur le routeur étant associé aux deux LAN, quand une machine du LAN A va demander une réponse à la machine du LAN B, c'est le routage qui va nous permettre justement de faire en sorte qu'il y ait bien les requêtes qui partent et les réponses qui reviennent. Donc là, notre routage, il a été exécuté, il est fonctionnel. Et donc, on va se retrouver maintenant à une partie où voilà, on a fait grossièrement le réseau d'une maison. Hein, en simplifié, mais on a fait le réseau d'une maison. On n'a pas rajouté de Wi-Fi, parce que bon, voilà, le Wi-Fi, c'est grossièrement le même principe. Hein. C'est-à-dire que le Wi-Fi, on se retrouve à mettre un point d'accès. Et sur ce point d'accès, on vient justement utiliser ou le point d'accès comme routeur aussi, hein, pour utiliser un autre LAN pour faire du Wi-Fi, pourquoi pas, ou alors simplement s'en servir vraiment que comme point d'accès, c'est-à-dire d'utiliser la partie LAN d'origine et venir se connecter simplement au Wi-Fi. Ensuite, une chose qui est intéressante pour nous dans nos ateliers, je sais que moi dans mes ateliers, j'essaye de séparer les réseaux. On a recréé un écoquartier complet et donc on sépare nos différents réseaux pour essayer de respecter les grandes phases qu'on avait de l'industrie, de la partie infrastructure, de la partie donc domicile. Donc générer des petits réseaux, mais bien entendu, à un moment donné, il faut que tout communique entre eux pour qu'on puisse faire une supervision externe. Donc dans cette supervision externe, on va utiliser le routage statique et puis le protocole RIP. Alors, souvent, là, j'ai fait exprès, hein, ici, j'ai mis un câble croisé. Un câble croisé, en fait, entre deux routeurs. C'est-à-dire que je rajoute un deuxième routeur et je vais mettre un câble croisé entre les deux routeurs. Mais comme je le disais, hein, maintenant, de plus en plus, les matériels, de toute façon, ils sont dits intelligents, c'est-à-dire qu'ils sont capables de retourner eux-mêmes leur connexion d'émission et de transmission. Et derrière, on pourrait très bien mettre un câble droit et ça fonctionnerait. Alors sur les 43-21 ans, là, je ne crois pas de mémoire, il faut en mettre un câble croisé. Donc ce câble croisé, en fait, juste cette connexion-là, ici, ça va nous créer un nouveau réseau, alors que j'ai laissé en classe C aussi, hein,
on pourrait objecter le fait de mettre en classe C. Je suis resté juste en classe C pour pas qu'on se complique trop la vie avec les différentes classes ici. Le réseau donc en classe C, et celui-ci, bah, je l'ai appelé comme à la suite, hein, le 3.0. D'accord. Donc ce réseau, pareil, il a une première adresse disponible en 3.1 et la dernière adresse disponible, c'est la 3.254 avec la broadcast en 255. Hein, d'accord, comme les autres tout à l'heure. Donc là, ici, ça va être un peu plus particulier. Alors, et les adresses IP entre les routeurs, ils sont automatiques? Non. Non, non, les adresses IP entre les routeurs, justement, elles ne sont pas automatiques. C'est pour ça que on va justement aller jusqu'au paramétrage des routeurs et après, justement, à la table de routage, hein, qui va nous permettre de fonctionner et de faire une table de routage pour que ça puisse marcher. Ici, donc, je reprends l'intégralité où je viens donc remettre mes PC. Hein, donc, je le fais assez rapidement sur la vidéo. On vient remettre donc l'ensemble des PC. Donc voilà, j'ai mis mes 6 PC. Je vais mettre mes 2 switches. Donc les 2 switches sont posés. On vient faire donc hop la pose des 2 routeurs, pardon. On vient se relier au switch. Hein, donc on vient connecter nos différents PC à nos switches. Donc toujours pareil, hein, sur les fast Ethernet. Hein, donc, moi dans l'ordre par habitude. On vient sur les différents fast Ethernet et sur les ports de switch associés au bon numéro. Et on vient aussi, hop là, voilà, on vient raccorder entre le port Gigabyte, hein, le premier routeur, à son premier port Gigabyte. On vient faire la connexion des autres. Donc en fait, je recrée à chaque fois un LAN complet. Hein, on pourrait tirer les câbles dans tous les sens. Moi, j'aime bien être chose en son temps, bon endroit. Et donc, ici, on vient connecter nos différents PC donc au switch. Notre switch, on va venir après le connecter. Donc, toujours pareil, on vient le connecter sur son port Giga et on vient mettre sur le premier port Giga. Et au milieu, je vais raccorder en croisé les 2 routeurs sur les ports Giga qui restent des deux routeurs, hein, qui sont identiques. Donc, je me retrouve avec une connexion complète. Donc là aussi, hein, j'ai fait, bien entendu, ma connexion physique. Maintenant, il va falloir que je fasse mes adressages. Hein. Donc, on va avancer un peu, peut-être en zoomant un peu, non, on verra un peu mieux en ce moment. Donc, je fais les différents adressages. Donc, bon, voilà, hein, comme tout à l'heure, ça ne change pas. Là, par contre, je rentre directement les adresses de passerelle, hein, la passerelle par défaut, puisque bon, on l'a fait tout à l'heure, donc ça ne va pas changer pour cet exercice-là, ça sera la même. Donc, on avance. On va faire toutes les machines. Donc là, je remonte mon réseau au complet. D'accord? Donc la dernière machine, donc hop, qui vient se connecter. On va venir faire après donc, le montage au niveau du routeur. Alors voilà le montage au niveau du routeur. Tout à l'heure, on avait fait une connexion en CLI, ce que je disais, hein. C'est-à-dire qu'avec une ligne de commande, hein, où on tapait enable, config-t, l'interface gig, l'IP adresse, le no shutdown. Il y a une solution un peu plus simple et plus rapide pour le démarrage, à mon avis, pour des élèves. On vient utiliser la partie config. Dans la partie config ici, on voit qu'on a les interfaces des gigabytes, donc des ports gigabits. Et ici, on va pouvoir rentrer une adresse et bien entendu le masque de sous-réseau qui va avec. Alors, seule chose à faire attention ici, bien entendu, on le verra, hein, c'est la petite croix à cocher qui est là-haut, qui est la croix on, pour donc activer le port. Donc là, même principe, je viens taper l'adresse que j'ai tapée tout à l'heure, hein, .1.254 sur le routeur qui est du côté gauche. Je viens faire de même sur mon routeur config, donc l'interface, donc c'était la 0.0.0 toujours qui est connectée, donc sur les LAN. Donc le LAN en 2.254 comme tout à l'heure, hein, le subnet mask, donc le masque de sous-réseau, vous voyez bien qu'il est mis là aussi en automatique. Et maintenant, je vais m'occuper de rentrer la configuration de l'autre carte. Donc on a dit qu'on avait un réseau qui était monté avec en 3. Donc je vais utiliser la première adresse en 3.1 pour le routeur de gauche. Et sur la deuxième, je vais utiliser le 3.254 pour le routeur de droite. Donc toujours pareil, le masque de sous-réseau, pardon,
être fait automatiquement. Donc ici, je me retrouve donc avec l'intégralité des choses qui sont connectées. C'est-à-dire qu'ici, je vais avoir ma connexion à mon LAN, donc en 192.168, point 1.254. Ici, ça sera le point 2.254. Et entre les deux, ces deux-là, on a vu que c'était un nouveau LAN, en gros. Donc ce LAN-là, il est monté en point 3.1 pardon, et en point 3.254. Donc on pourrait se dire qu'à partir de ce moment, tout est bonheur, c'est connecté, on a mis des paramètres, ça va rouler. Et là, on va lancer une commande ping aussi, alors qu'on ne voit pas beaucoup. Je vous montrerai après ce que je vous ai fait pour arriver à éliminer ce problème-là. Cette commande ping, en fait, on se rend compte qu'elle nous fait une erreur et qu'elle ne nous fait pas la même erreur que quand on n'avait pas de tout à l'heure, pas de réponse de tout à l'heure. Elle nous dit des choses un peu différentes. Elle nous dit des choses différentes. Et dans ce qu'elle nous dit, c'est en gros, elle nous dit ici destination host unreachable. Elle dit tiens, en fait ici, on se rend compte que le système nous dit que le destinataire ne peut pas être atteint. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il n'y a pas de réponse, c'est qu'il ne voit même pas le destinataire. Donc il ne sait pas comment y aller. Donc là, c'est ce qu'on appelle en fait un problème de routage. Ce problème de routage, en fait, on va le résoudre. On va le résoudre de différentes façons. Donc, on va essayer de refaire plusieurs choses. Donc, il y a toujours pareil, le ping en mode console, ça c'est sûr. On a plusieurs solutions pour faire du routage. Ah. On a plusieurs solutions qui existent, une possibilité de routage. Il y a le routage statique, ce qu'on appelle les routes connectées. Donc là, c'est en CLI aussi. On va taper IP route 192.168.2.0. Donc, même principe, en fait, on va rebasculer au niveau de la config T, dans la config du routeur, et on va lui définir justement les routes connectées. On a donc par rapport à un port Ethernet. Autrement, on a ce qu'on appelle des routes récursives, qui sont par rapport à des adresses définies, des adresses IP définies. Donc, en fait, voilà, ça va donner en CLI, ça va donner des choses en RIP, par exemple, comme ça. En CLI, là qu'on a la dernière façon, le routage statique en RIP. On va faire pareil, un enable, un config T, un routeur RIP, alors en version 2. Voilà, RIP version 2, donc pour s'assurer que son routeur il soit capable de supporter du version 2. Et on va donc lui mettre les différents networks. D'ailleurs, ici, il faudrait rajouter le 168.3.0, ça serait bien dans la table de routage. Donc ici, il faudra que je le rajoute tout à l'heure. Donc voilà, c'est la partie RIP. Donc ici, si on le prend, on a là le même principe que tout à l'heure. Je vous le disais, il y a des solutions un peu différentes. La solution un peu différente, c'est qu'on a les possibilités graphiques. C'est-à-dire qu'on a la possibilité du CLI. Alors c'est le CLI, voilà, vous tapez des lignes de commande. Ou autrement, vous l'avez aussi en graphique. C'est-à-dire que si je me connecte au premier routeur, je vais pouvoir lui associer ma table de routage en direct dans la partie RIP de la config. Donc ici, il y a une partie RIP. Donc je viens lui taper mes réseaux LAN. Donc j'ai le 192.168.1.0, le 192.168.2.0 et le 192.168.3.0. Je les additionne, je les rajoute, et je fais pareil de l'autre côté. Ça veut dire que j'explique à mon routeur que oui, ces routeurs-là, que ce soit les deux, ils sont bien en passerelle, en routage entre les différents réseaux. Donc, lui, le même principe. Pour le routeur numéro 2, je vais lui mettre 192.168.1.0, 192.168.2.0 et 192.168.3.0. Donc voilà, là, j'ai fait mon routage. Donc là, a priori, maintenant, j'ai expliqué à mon routeur ici, qui n'est pas connecté directement au réseau 2.0 ici, et à ce routeur-là qui n'est pas connecté directement à ce réseau 1.0, qu'on est bien sur un problème de table de routage. Et donc, normalement, si les instructions qui ont été mises sont bonnes, ça va nous permettre d'aller faire justement là encore une nouvelle fois un essai ping sur la commande prompt où on va venir attaquer le réseau en 1. Et quand on va lancer l'attaque, là, on va voir qu'il y a une réponse automatique qui est la bonne réponse. 4 paquets envoyés.
4 paquets reçus. Donc voilà en gros le principe du routage. J'espère pas aller trop vite, parce que bon, c'est toujours pareil, c'est un problème de timing. Mais là, je n'ai pas encore fini, mais j'ai encore des choses à vous dire. Mais c'est vrai que ça va peut-être un peu vite pour certains d'entre vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? La dernière chose qu'on peut faire et qui est intéressante avec les élèves, moi, c'est ce que j'aime bien leur montrer en utilisant les capacités d'une commande qui est très simple, hein, c'est la commande tracert. La commande tracert, elle va nous permettre de quoi? Cette commande tracert, elle va nous permettre justement de se positionner, de savoir par quel routage on passe. Donc, quand on tape une commande tracert, on fait un trace route, c'est ce qu'on appelle un trace route, hein, donc tracer la route par laquelle on passe. Et on voit ici, par exemple, que la route par laquelle on passe, quand on fait un tracert de la machine, de la machine où on était, la machine numéro 6, hein, on vient passer par le routage et derrière, on vient récupérer le nouveau LAN pour aller à la bonne machine. C'est-à-dire qu'au final, on voit bien les routes qui sont exprimées. Donc, c'est des commandes qu'on retrouve, bien entendu, sous Windows ou sous Mac, hein, même si Mac a un applicatif utilitaire réseau spécifique à ça. On retrouve et ça nous permet de voir des fois les problèmes de connexion et surtout l'échange qu'on peut avoir. C'est-à-dire que suivant les fournisseurs d'accès, la même commande, dans une localisation proche, hein, j'entends maison côte à côte, la même commande pour aller sur google.fr, par contre, on va pouvoir se rendre compte qu'il y a un routage énorme et qu'on va changer énormément de routeurs pour arriver jusqu'à l'information qu'on avait envie. Et ça, c'est vrai que ça dépend pas mal de l'infrastructure des réseaux, comment il a été monté. Donc, cette commande tracert, c'est quelque chose qui est pas mal, moi, je trouve, à utiliser. Si on a pas mal de routages qui sont faits dans nos ateliers, ça peut être sympa. Mais c'est vrai que c'est plus sympa quand on se retrouve dans un concept extérieur, c'est-à-dire que quand on dit mais ouais, ça met du temps pour arriver ici, c'est la connexion. Oui, la connexion, c'est vrai qu'il y a une vitesse de connexion, mais il y a aussi des routages qui sont exécutés, même si le routage, on a vu, hein, ça va très très vite. Hein. Mais il n'empêche que ce très très vite-là, si on part d'une connexion à 4 routeurs pour repasser sur une connexion pour aller au même endroit de 30 routeurs, comme ça arrive des fois, c'est vrai qu'obligatoirement, ça ne donne pas les mêmes choses. Et des fois, on se rend compte que le signal se perd aussi. C'est-à-dire qu'entre les différents routeurs, le temps que ça revienne, il se perd un peu, c'est reparti, ça revient. Alors, c'est des millisecondes à chaque fois, mais c'est vrai que cet enchaînement de millisecondes fait qu'on peut avoir des temps de latence sur nos connexions. Donc, au niveau du protocole de routage, voilà, alors c'est ce que je disais, hein, on est resté très très basique, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas allé très très loin, on est parti sur de l'adressage IP sur un petit LAN avec un simple switch. À côté de ça, on a mis un deuxième LAN, on a rajouté un routeur au milieu et après, on est parti sur avoir 2 routeurs donc, qui nous permettent d'avoir des notions en fait, qui sont plus des notions de la connexion réseau distante que de la connexion réseau local pour nous. Donc, au niveau des ressources, je vous ai mis pas mal de petites choses. Donc, je vous ai mis les corrections, entre autres les exercices corrigés, entre guillemets, hein, c'est-à-dire le point de paquet de tracert que j'ai exécuté, si pour certains, ils veulent pouvoir aller retourner dessus. Ici, je vous ai mis l'accès en direct au logiciel Cisco Packet Tracer, c'est-à-dire qu'ici, vous avez l'exécutable de Windows, hein, donc en 32 bits ou en 64 bits. Oui, le RIP est un protocole de routage dynamique. Oui, c'est vrai que c'est un protocole de routage dynamique. C'est vrai que je l'ai mis en statique parce que je fixais les adresses à la main. Mais c'est vrai que c'est un protocole de routage dynamique. Donc, le principe ici, il y a la partie Linux et la partie Mac OS X, hein, c'est valable. Et bien entendu, Packet Tracer est valable sous Android et sous iOS. C'est-à-dire que vous pouvez avoir Packet Tracer sur votre ordinateur. Et après, je vous ai mis la partie activité ici. Hop. Donc, je vous ai fait un lien. Hein, que vous avez un lien ici. Alors là, mon réseau est complètement encombré, hein, mais voilà, vous avez les 16 pages fonctionnelles du système. Là, pour l'instant, c'est un peu encombré. On va essayer de passer par le lien en docx, voir si ça fonctionne mieux avec le Google Drive, parce que souvent les Google Drive, il faut les télécharger pour que ça puisse fonctionner. Voilà, parce qu'en fait, c'est Google Drive là qui a du mal à maîtriser le. Ouais.
Donc là, c'est mon Dropbox, pardon, c'est pas Google Drive, c'est une Dropbox. Enfin, donc ces liens, ils sont posés directement sur l'activité. Donc cette activité, elle est déjà posée, mais je ferai des modifications en cours de route. Je vous retape l'adresse. J'ai répondu qu'à une seule personne, comme un couillon. Attends. Bon. Je m'en occupe. Ouais, bah écoute, j'ai presque fini. Hop. À tout le monde. Voilà. Donc ici, en fait, voilà, vous avez en fait tout ce qu'on a vu aujourd'hui un peu détaillé en fichier Word ou PDF. Hein. Alors bien entendu, téléchargez-le, laissez-le pas sur Dropbox parce que l'ouverture de Dropbox au niveau des fichiers, c'est pas tout le temps le top. Donc vous avez toute l'explication au fur et à mesure de tout ce qu'on a vu. Puisque en fait un webinar, il y avait deux solutions, c'est où je vous laissais une trace avec une présentation et un document, où je le faisais en direct live tout le temps, c'est-à-dire qu'en fait il ne restait plus que la vidéo, et vu qu'on avait pris le concept d'avoir une trace documentaire et une vidéo en plus, voilà, ici vous avez toute l'explication au fur et à mesure de ce que je vous ai donné, donc ce qui vous permet justement d'être après normalement en autonomie sur ces différentes choses, quoi. Et donc, les deux PKT hein, de paquet traceur qui sont ici, hein, avec la première partie avec un routeur sur 2 LAN et puis les 2 routeurs avec les 3 LAN. Hein. Donc voilà, c'est ce qu'il y avait ici au niveau de cette activité. Alors, on a quelques petites questions. Alors, je reviens dessus. Alors, toujours, hein, j'essaie de faire une petite synthèse hein, au niveau des questions. Avec du vrai matériel, comment ça se passe après, derrière, pour les élèves, la config entre les deux routeurs? Oh bah c'est le même, en fait, c'est le même principe. C'est ce que j'aime bien avec Packet Tracer, c'est que réellement, on se retrouve avec du matériel. Alors, peut-être parce que j'utilise du matériel Cisco, je sais pas. C'est peut-être ça. Mais c'est peut-être ça. Et ils sont juste à côté de chez moi, donc ils sont juste à Mougins. Donc voilà, j'utilise pas mal de matériel Cisco, en effet. Mais après, non, mais même dans la logique, en fait, je trouve que le logiciel est très, très bien fait. Et voilà, dans la logique, ça revient au même quand on arrive sur le routeur, les pages du routage, voilà, elles sont comme ça sur le matériel Cisco. Et après, quand on se rend compte, quand on va sur d'autres routeurs, comme on a aussi, hein, en fait, on a toujours les mêmes façons, les mêmes façons de faire, avec des fois un petit vocabulaire qui change. À voir, quoi. Voilà. Une personne nous disait, voilà, je n'ai jamais osé proposer aux élèves de bac pro MELEC d'utiliser le logiciel. Ouais. Est-ce que c'est une compétence particulière à travailler sur le MELEC? Bien sûr. MELEC, c'est équipement connecté. Équipement connecté, ça veut dire que on va moins loin. C'est pour ça que je pense que les commandes CLI, par exemple, c'est peut-être pas spécialement du MELEC, la commande CLI. Hein. Nous, on est plus sur du graphique en MELEC. Les SN sont plus sur le E de la commande CLI, c'est plus leur corps de métier, leur domaine. Mais oui, pour le MELEC, bien entendu, qui sachent mettre en routage. Quand ils vont arriver, par exemple, sur une installation, je ne sais pas, de vidéosurveillance, alors les SN le font, mais les MELEC le font aussi. C'est-à-dire une vidéosurveillance. Alors, quand on met une caméra Amazon, hein, je ne fais pas de pub, mais une caméra trouvée sur Amazon, qu'on la met dans une maison et qu'on fait poète-poète, ça peut être bien. Si on se retrouve sur une sécurité informatique d'une entreprise ou autre, ça va en maîtriser les paramétrages de différentes choses, c'est-à-dire de faire un circuit fermé pour ces caméras, de faire un routage après et contrôler le routage. Je pense que ça fait partie du domaine des MELEC. C'est-à-dire que ce domaine-là, hein, de SN, MELEC, je pense que c'est des activités pour moi qui viennent sur la seconde tronc commun qui nous arrive à toute trombe en 2021. Hein. Dire voilà, on est en train de réunir des référentiels hein, qui auraient dû être réunis à la décision en 2015 au départ, mais ça n'a pas eu lieu. Voilà, il y avait, normalement, dans l'esprit, quand il y avait l'écriture des textes, il devait déjà être quelque chose qui se réunisse sur la seconde. Pour moi, il y a tellement d'atomes crochus entre les deux. Après, tellement de différences aussi entre les deux, mais tellement d'atomes crochus au départ entre les deux, que oui, il faut leur faire du réseau. Et pour la suite, voilà, après, derrière, on peut aller toujours plus loin. Moi, je fais en fonction de l'envie des jeunes. C'est-à-dire que j'ai des jeunes qui vont me faire des trucs, voilà, comme je le disais sur le truc de fibre, hein, j'ai des jeunes en seconde, ils sont en train de faire de la réflectométrie. Quoi.
voilà, on n'est pas là pour bloquer des jeunes et on est là pour s'adapter à leurs différentes envies. Ouais, il y a un collègue qui me dit pour les MLX se concentrer essentiellement sur le LAN et le WAN en option. Ouais, oui et non. Voilà, j'ai répondu en gros. Je pense que oui, sur certains, les compétences LAN leur suffiront peut-être au départ. Il y en a d'autres qui veulent aller plus loin, on fait du WAN, pourquoi pas. Moi, faire du routage, je pars du principe qu'on a de l'électricité industrielle et que dans les industries, à l'heure actuelle, ben, on se retrouve avec des routeurs de partout. Donc voilà, on n'est peut-être pas des informaticiens de métier, mais on est des exécutants de l'informatique. On va mettre du matériel en place. Et c'est vrai que d'avoir cette option supplémentaire, eh ben, ça permet de rajouter justement une couche supplémentaire au niveau de nos jeunes. Après, on me pose la question, j'en profite, on me dit, on me pose la question, on me dit oui, on peut utiliser les paramètres de paquet tracer dans les matériels réels. Oui, bien sûr. Hein. Dire que c'est exportable aussi. Donc, matériel Cisco, un paquet tracer, ce qu'on a créé sous paquet, on peut le mettre directement sur le matériel réel. Ouais. Une autre question, n'aurait-il pas intérêt d'aborder le logiciel GNS3 pour émuler les vraies images avec nos élèves? Alors, honnêtement, ce n'est pas un logiciel que j'utilise particulièrement. Voilà, je, je suis pas sûr que. Voilà, franchement, j'ai pas de recul sur ce logiciel-là. Je le connais pas spécialement. J'en ai entendu parler, mais je suis pas allé dedans. Moi, j'utilise les outils voilà, que je trouve adaptés. J'irai me renseigner puisque je ne le connaissais pas. Donc, merci de mettre le nom dans la conversation. Ça peut être sympa. Comme ça, au moins, je l'ai et puis je pourrais regarder en détail. Moi, je sais que j'aime bien Packet Tracer. Voilà. Après, peut-être que celui-ci a des fonctionnalités meilleures et que j'irai voir justement. Euh, Où se situe la différence entre une Ça hache. C'est Sébastien. Donc, Ça c'est hache. au niveau de l'acquisition, en fait. Hein? Non, c'est bon. Non, ça hache un peu. C'est un peu haché? Ouais, peut-être chez moi. Enfin, voilà. Donc, on me disait où se situe donc la différence entre les SN et les MELEC dans ces conditions. Moi, je pars du principe que sur la seconde de tronc commun, comme je le dis, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on ne doit pas avoir de différence. C'est-à-dire que nos jeunes, ils doivent travailler sur tous les côtés. Après, c'est clair qu'on va vraiment moins loin. Hein. Moi, j'ai des collègues qui sont sur des SN risques. C'est sûr qu'ils font plein de switching, plein de machins. Nous, on n'a pas besoin d'en faire plein. En MELEC, par exemple, on va plutôt être sûr de l'utilisation et de la notion de base. On ne va pas se gaver de VLAN derrière et faire des nœuds IP et ainsi de suite. C'est peut-être pas notre domaine de compétence, mais par contre, on n'est pas là pour bloquer non plus un gamin dans un domaine de compétence. Le but du jeu qui va y avoir, je pense, avec le champ métier, ça va justement être ça, c'est-à-dire que le gamin puisse avoir en seconde toutes les informations nécessaires entre justement quelle est la filière que je choisis le plus. Est-ce que ça sera SN, est-ce que ça sera MELEC? Et si en seconde, on fait un truc vraiment avec des modules communs, et pour moi, ce module-là reste un module commun à la seconde, ça permet justement d'aller après sur tous les univers. Alors, on pourrait très bien voir les trois options du SN et détailler la différence entre chaque. La RAID, voilà, il y a la RAID, ils ont l'audio qui est un peu marqué en MELEC, mais qui ne rentre pas plus dans les détails que ça. Ils ont l'électrodome, c'est pareil, on installe une machine. Mais nous, on ne va pas plus loin que l'installation de l'électro. Voilà, la SSIHT, on fait de l'alarme, en MELEC, on fait de l'alarme aussi, mais en SSIHT, vous allez largement plus loin que les MELEC sur les différents alarmes et sur le traitement des alarmes. Et pour le risque, c'est pareil. Les MELEC font du réseau, mais on va moins loin que les risques sur le réseau. Voilà. D'ailleurs, c'est un petit peu une question là, dans les questions-réponses. Peut-on aborder la domotique avec Packet Tracer, hein, en l'occurrence sur le Bac Pro SN à RAID? La domotique avec Packet Tracer sur le Bac Pro SN RAID. Alors, la domotique avec Packet Tracer, enfin, c'est la couche IP de la domotique qu'on pourrait récupérer avec Packet Tracer. Maintenant, il y a, pour travailler la domotique, je pense que le mieux pour des bacs professionnels, c'est le matériel. Un matériel, utiliser du KNX, utiliser du InOcean et utiliser du SCS, par exemple, hein, le bus Mayum. Voilà, c'est les gros bus, on avait fait un petit webinaire dessus. Je pense que le plus intelligent, c'est pas le plus intelligent, c'est ma vision des choses, c'est sur la domotique pour les bacs pro à RAID, c'est justement de toucher directement à de la domotique en réel. C'est-à-dire que le métier de la domotique, il est quand même plus pour nous en MELEC
que sur les ARED où c'est une couche de connaissances comme nous pour l'informatique en fait. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes plus des utilisateurs et des mises en place rapides de la domotique, tout ce qui est après finesse de domotique, ça sera plus les MELEC dans ce cas-là. Enfin, après, c'est mon avis personnel. Une autre question, peut-on définir une table de routage en CLI? Enfin, comment définir une table de routage en CLI ou, Bah, elle y est dans le document que je vous ai mis, la partie PDF et Word, vous l'avez ici. Si, le problème, c'est que c'est ce machin. Routage RIP. Voilà, la table de routage en CLI, elle est là. C'est un enable config T, routeur RIP version 2. Et voilà, vous êtes sur un CLI. Vous le faites en CLI et pas en version graphique. une autre question. Est-ce qu'on peut rajouter sur le logiciel, donc Packet Tracer, un schéma architectural? Alors, de mémoire, non. Alors là, je m'avance peut-être un peu, mais de mémoire, non. On a la partie physique, hein, donc on a ça. Alors, ça peut être un schéma architectural. Alors, c'est pas le terme que j'emploie moi en schéma architectural, mais on peut définir certaines formes en rajoutant des bâtiments et ainsi de suite, en rajoutant du matériel technique. Alors, le schéma architectural, oui, ça peut être un schéma architectural sur la partie physical, ouais. C'est faisable, si on appelle ça un schéma architectural. Moi, le schéma architectural en électricité, c'est un truc qui est plus, plus cadré. Donc, c'est vrai que ça ne me vient pas à l'idée du schéma architectural. Mais oui, s'il y a la partie physique où justement, vous avez la possibilité de rajout, créer une nouvelle, comme il y a carrément une nouvelle ville, un nouveau building, on peut créer des containers, on peut créer plein de choses. On vient rajouter le matériel. On peut quasiment tout rajouter en schéma architectural. Voilà. C'est faisable avec la partie physique du logiciel. C'est vrai que moi, j'ai parlé que de la partie logical qui me paraissait plus intéressante pour l'instant sur l'outil. Voilà, une autre chose. Quel est l'intérêt de travailler avec différentes classes, donc A, B, C? Ça, c'est ça, c'est un cours sur le réseau. Alors, ça va être trop long à détailler. En fait, on travaille en C en général sur du domestique. Et après, on augmente les classes. Là, honnêtement, je ne vais pas faire de réponse où je ferai une réponse complètement abrégée qui n'aurait pas de vraie notion, ou je ferai une réponse où on va me tuer parce que personne ne pourra aller manger avant ce soir. Donc, donc voilà. Non, je pense que le principe de base, c'est voilà, rester zen avec les jeunes. On fait enfin, pour les Mélec, le C est très bien, quoi. Voilà. Pour les SN, au tout début, le C est très bien. C'est la taille du réseau qui définit la classe, oui, on est bien d'accord. Mais après, c'est les différentes classes. On pourrait dire, oui, mais pourquoi on a appelé ça C? Enfin, oui, c'est la taille du réseau, bien entendu. Hein. Plus on a de machines, plus on va avoir une classe différente de réseau. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Donc, on pourrait très bien objecter plein de choses. Et en fait, ça, tout a été normatif. Donc, voilà, ça nécessiterait une réponse très, très longue. Et c'est vrai que la réponse peut-être la plus courte, en effet, merci à Philippe, la taille du réseau qui définit la classe. Voilà. Alors d'ailleurs, on me demande, alors on me dit en fait, voilà, qu'a priori dans un paquet de traceurs, on pouvait insérer des caméras ou d'autres choses. Oui. Voilà. Oui, après il évolue, hein, paquet de traceurs. Alors, je vous ai mis des liens pour éviter les enregistrements, comme je vous ai dit, hein, sur les adresses RGPD. Maintenant, c'est les liens à l'heure actuelle, hein, ça veut dire que c'est le format du logiciel en 7.3 de mémoire. Hein. On est sur du 7.3, je crois bien. Pour la 7.3.0.038, là, donc c'était la dernière qui était en activité. Là. Je vous les ai mis sur la présentation pour que vous y accédez directement sans être obligé de faire un enregistrement des jeunes avec leur adresse mail. Pardon. Maintenant, il est clair qu'il faut se renseigner régulièrement parce que tout évolue. Cisco continue de travailler sur Packet Tracer. Donc, on se retrouve avec de plus en plus de choses possibles, à installer. Quoi. Voilà, en termes, voilà, on n'a pas que des ordinateurs, des suites, des choses comme ça. Bien sûr. Ça évolue, caméra, pourquoi pas aussi des alarmes, des choses comme ça. Oui, on évolue complètement. Alors après, c'est ce que je disais, on a plein de matériel qui arrive et qui continuera d'arriver. Donc, Cisco se met en place. Alors déjà, se met en place par rapport au matériel qu'eux utilisent et qu'ils vendent, hein, bien entendu.
C'est-à-dire que Packet Tracer, vous allez avoir des génériques sinon, autrement c'est le matériel Cisco avec leurs références à eux, donc ils ont des caméras Cisco. Donc oui, on va avoir des évolutions. Je pense que je ne sais pas si un jour on aura toutes les différentes alarmes, mais ça m'étonnerait un peu parce que c'est quand même au départ un logiciel gratuit mais propriétaire. Donc je ne pense pas qu'ils aillent donner le nom de matériel de routeur de HP par exemple. Je ne crois pas que mentalement ils le feront, quoi. Voilà, une autre question, est-ce que les liens Cisco des docs sont en français? Non, ça je ne sais pas du tout. Ah oui, oui, oui. Cisco fait plein de choses en français, hein. Maintenant, ils sont bien implantés en France, hein, il n'y a pas de souci. C'est vrai que passé un temps, Cisco, il y avait beaucoup de docs en anglais. Maintenant, enfin, ils ont en plus la partie ITE, quoi. Honnêtement, Cisco, ils fournissent pour l'éducation nationale plein de choses, hein. Vous avez des parcours de formation qui sont faits par Cisco. Alors, certains vont dire qu'ils sont très, très durs, très, très compliqués, et ainsi de suite. Mais bon, c'est des parcours de formation, c'est-à-dire que ça ne se fait pas en 2 jours. On ne doit pas se gaver 60 heures en 3 jours de Cisco. Ça se fait au fur et à mesure. Il y a les parcours ITE, après, bon, il y a les CCNA, hein, que certains connaissent. Donc, on peut avancer après au fur et à mesure, au fil de l'eau. Et ils ont plein de choses en français, avec aussi des vidéos. Mais là, il faut s'inscrire sur leur Net Acad, quoi. C'est sur leur Net Academy qu'il faut être inscrit. Voilà, donc 2 dernières petites questions et puis on sera à l'heure, hein. Vous nous connaissez. Non. Pour nous, alors, c'est midi, c'est avec une petite demi-heure de retard. Et d'ailleurs, on nous dit, voilà, tiens, une personne, hein, qui a reçu une formation Cisco en 3 jours et qui avait vécu l'enfer. Voilà. Ben, moi, j'ai une petite anecdote là-dessus. On a eu nos Cisco qui avaient voulu aider nos enseignants de technologie collège avec des cours à distance, justement, donc en se connectant à leur formation sur NetAcad. Il s'est avéré qu'on a vu notre les personnels de réseau qui connaissaient en disant les gars, il faut que vous nous aidiez parce que tout ce qui a été fait à distance, ils ne comprennent rien du tout, quoi. Ils sont en train de mourir. Il faut que vous leur preniez à distance mais présentiel, quoi. On a réuni les collègues de techno dans les salles, dans les différents lycées pro qu'on avait, justement pour pouvoir leur filer un coup de main et pour les lancer. C'est vrai que quand on n'a pas du tout de notion, ça nécessite un engagement au départ qui fait mal au départ. Donc c'est vrai que quand on est un peu perdu, on peut très vite se noyer. Il faut prendre son temps et demander de l'aide autour aussi. Allez, une dernière question. Donc, une adresse FTP peut être pour récupérer des fichiers non. En fait, je pense, enfin, je peux répondre à ta place, mais voilà, c'est hébergé pour l'instant sur le site personnel de Sébastien. Ouais, les fichiers sont hébergés. Voilà. Je produis de l'HTML5 où je produis un format de fichier qui sera du SCORM pour mettre sur la plateforme Pro de Techno. J'espère d'ici à vendredi au prochain webinaire qu'on va exécuter. J'espère que ça sera en partie dessus. Voilà. Après, les fichiers, c'est des fichiers qui sont issus. Le fichier d'origine, il est issu de mon logiciel que j'utilise, Articulate de Storyline. Donc, c'est obligatoirement un fichier que vous ne pouvez pas ouvrir. En fait, c'est un fichier complètement encapsulé et qu'il faut acheter la licence Storyline pour pouvoir l'ouvrir. Après, est-ce que en fait, les fichiers que moi j'extrais, c'est les fichiers que vous avez sur le site, hein, c'est des fichiers HTML, Flash. Voilà, donc c'est des fichiers qu'on vient de voir qui sont dessus, quoi. Donc, Sébastien, effectivement, vous parle d'une plateforme qu'on est en train de monter qui s'appelle ProTechno, qui permettra d'avoir accès à tout un tas de ressources pour les STI d'ailleurs, hein, énormément pour les STI. Ensuite, une autre question. On me demande est-ce que Illipro est toujours d'actualité? Oui, bien sûr, Illipro est d'actualité pour ce vendredi matin. D'ailleurs, bon, certains, j'ai vu des questions passer en disant on n'a pas eu le lien d'inscription. Ce que je fais souvent, c'est que voilà, j'attends la fin de ce webinaire, donc qui est enregistré. Je récupère la vidéo, je la poste sur Vimeo et je refais un petit peu le HTML pour envoyer les invitations. Donc, si tout va bien, les invitations vont partir dans l'après-midi, dans la soirée, pour le webinaire de vendredi matin à 10h30 sur le logiciel. C'est surtout pour éviter qu'on se retrouve avec trop de liens simultanés et qu'on se plante quand on s'inscrit et qu'on se Voilà. retrouve avec des numéros de réunion parce que c'est un numéro de réunion différent à chaque webinaire. Donc, c'est vrai qu'on pourrait se retrouver avec des incohérences en se trompant en cliquant parce qu'on reçoit tellement de mails tous en ce moment
on a essayé justement de filtrer les mails, même si ça demande à Fred de revenir à chaque fois dessus, de renvoyer des mails, mais ça permet justement d'avoir un truc dans l'ordre chronologique qui nous permet d'éviter les plantades qu'on a tous, hein, parce que moi je vois le nombre de mails qu'on reçoit tous en ce moment, c'est voilà, à gérer, c'est assez compliqué. Alors si on se retrouve avec un mail avec tous les numéros dessus en simultané, waouh, ça va être compliqué. Moi, ça m'arrive souvent de demander à Fred, tu peux pas me renvoyer le numéro de la réunion pour demain parce que je suis même plus gentil. Bien sûr, je crie parce que j'en ai envoyé toute la journée des emails. Et voilà, donc en fait, hein, dans les emails, j'essaie de bien mettre la date et l'heure et le thème en objet. Hein, en objet. Voilà, donc on me posait la question, est-ce qu'on va continuer à travailler sur Parquet Traceur les prochaines fois? Ben, là, en fait, je ne sais pas. Aujourd'hui, On va voir. Après, au niveau des webinaires, on va peut-être, pour ma part, ralentir un petit peu aussi. J'en ai encore prévu dans ma tête certaines que je veux faire. Mais c'est énormément de travail et de préparation. Et j'ai aussi 3 enfants à la maison. Donc voilà, il faut qu'à un moment donné, là, on s'est un peu mis à 3 webinaires par semaine avec Fred sur la partie Melek et Sen, on va dire. Hein. Et il y en a d'autres qui sont exécutés pour d'autres produits et d'autres types de formations que moi je ne fais pas. Mais voilà, on va quand même prendre aussi un peu, enfin pour ma part, un peu de recul parce que c'est beaucoup de boulot. Et voilà, je vais essayer d'en rajouter quelques-uns. On a eu des idées avec Fred. On n'arrête pas d'avoir des idées avec Fred. C'est ça le problème. C'est qu'on pourrait faire des webinaires 2 fois par jour, tous les jours. Bon, le problème, c'est qu'après, je ne sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir toucher un lit. Quoi. Donc, d'ailleurs, on ne sait pas si tu le touches, hein, vraiment, Sébastien. là, en ce moment, là, non, pas trop. Là. Pas vraiment. Voilà. Bon, en tous les cas, c'était un grand plaisir encore de vous avoir aujourd'hui avec nous. Alors, juste, je réponds. Voilà. En tous les cas, tous les messages que je reçois sur la conversation, ça fait énormément de plaisir. C'est voilà, beaucoup de remerciements. Voilà, bon, il y a des choses qui sont un peu plus compliquées. Alors, voilà, je me suis rendu compte de certaines choses qui sont plus compliquées au niveau des présentations sur des logiciels comme ça à distance. Ça nécessite voilà, de peut-être revoir la partie vidéo et le format vidéo. Et voilà, on va essayer justement de remédier à ça pour le prochain qui arrive, puisqu'il y aura aussi de la vidéo de construction, je pense, pour que vous ayez une présentation, sûrement une présentation papier aussi, et une présentation version story, et donc des vidéos intégrées. Je vais essayer de recadrer tout ça, mais c'est vrai que voilà, c'est le principe de compression-décompression aussi. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les vidéos, il faut que je comprime un petit peu, sinon je fais exploser les plateformes. Donc on va essayer de faire mieux pour le prochain au niveau des vidéos, qu'elles soient plus lisibles. C'est vrai que. Ouais. Non, c'est vrai qu'on parlait, là, je vois passer dans la conversation, ce webinaire là, avec ce logiciel sur du STI 2D, ça peut être effectivement quelque chose de. Oui, pour moi, ça serait même très important que ça y soit. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Alors, juste pour votre information, il y a un autre webinaire alors, qui vous intéresse peut-être un peu moins. Donc, tout dépend si vous êtes enseignant de DFTP ou d'IFTP. C'est demain matin sur l'impression du cuivre à partir d'une imprimante 3D Markforged. C'est à 10h30. N'hésitez pas de vous approcher de Laurence Moulac, Lionel Pénisson, de Hugo Joanneau ou de moi-même. Ou alors, voilà, vous avez les adresses email là sur l'écran. Vous les aurez également, je pense que sur tous les enregistrements, vous les avez également souvent à la fin. Donc, c'est un webinaire qui aura lieu demain matin à 10h30 sur cette nouvelle impression de matière cuivre. Et ensuite, donc le webinaire pour vendredi sur le logiciel Illittro. Derrière, alors vous pouvez en parler aussi à vos collègues, il y aura un webinaire spécifique le 14, donc mardi 14, qui sera un peu plus orienté cette fois-ci sciences de l'ingénieur. C'est-à-dire qu'en fait, sur la mesure des écarts un petit peu entre les modèles, etc. Donc, la science de l'ingénieur, mais qui peut intéresser aussi
tous les enseignants de technologie. N'hésitez pas à parler autour de vous. Tous ces webinaires sont annoncés sur LinkedIn et sont annoncés sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à partager l'information autour de vous. Dans tous les cas, c'était encore un grand plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Voilà.